Bonjour à tous et à toutes. Voilà. Donc, je suis Serge Vessey, moi, conseiller développement et innovation à la CCI du Beaujolais. Je vais vous présenter l'homme et le thème donc, de la conférence qui va suivre, là, se développer avec agilité. Voilà, au siècle dernier, on parlait de production de masse. Ensuite, on a parlé de segmentation. Maintenant, on parle beaucoup plus d'approche utilisateur, donc d'expérience client aussi pour innover. L'innovation, elle est aujourd'hui présente dans les produits, dans les services, dans les modèles économiques, les usages, notamment avec le numérique. Mener un projet et réussir un projet d'innovation, c'est aujourd'hui coopérer avec les différentes parties prenantes, et notamment en incluant l'utilisateur. C'est aussi s'adapter en permanence. C'est parce que les hypothèses, au début, peuvent être multiples, donc pour définir un projet, mais il faut décider et construire chemin faisant et en s'appuyant sur des faits. C'est dans mon travail de conseiller ce que je cherche à faire avec les différentes entreprises que j'accompagne. Et j'ai aujourd'hui le plaisir de vous présenter Romain Couturier, donc dirigeant de Terre d'Agile, pour notre conférence Se développer avec agilité. Donc un sujet, c'est aussi comment accélérer la mise sur le marché de nos produits, des différents produits, et tout en réduisant les risques. C'est l'esprit Lean Startup, diminuer les gaspillages. Un sujet pour vous, entrepreneurs, créateurs, porteurs de projets. Romain est facilitateur graphique, coach. Il accompagne les entreprises dans la mise en œuvre de l'agilité. Il a co-créé une entreprise OneCube & Go, on pourrait dire le drive de l'agilité. Il a aussi coordonné de nombreux projets dans le développement et notamment dans le numérique. Vous pourrez interagir au long de la conférence. Ici, l'interaction prime sur le séquencement long, vous comprendrez. Bonne conférence, à toi Romain. Merci Serge. Bonjour à toutes et à tous. Donc, je m'appelle Romain Couturier. Vous retrouverez aussi cette présentation en ligne. Donc si jamais il y a des choses que vous ratez, il n'y a pas de souci. Donc effectivement, comme Serge l'expliquait, j'ai l'habitude de décrire un peu mon activité comme celle-ci, c'est-à-dire que je suis un coach facilitateur dont la mission principale, c'est de poser un cadre de réflexion sécurisé dans lequel les personnes sont invitées à co-construire leurs solutions d'amélioration. Ça, c'est pour bien délimiter quel est mon rôle, c'est que moi, je travaille sur le cadre. Je travaille sur le cadre, alors avec qui? Avec des entrepreneurs, avec des équipes, avec des responsables projets, avec des chefs de projet. Et à l'intérieur de ce cadre, eh bien, l'idée, c'est que les gens puissent développer leurs idées. Voilà. Et c'est un petit peu la base, et on va reprendre ça tout au début. Alors, pour pouvoir développer des idées, et pour pouvoir aider les gens à développer leurs idées, j'utilise plusieurs techniques. Donc, des techniques de coaching, qu'on appelle les techniques verbales, des questions ouvertes, des questions fermées, des questions de projection dans le futur, des questions d'ancrage dans le passé, des questions absurdes pour stimuler la créativité. Donc il y a comme ça tout un tas de techniques de coaching qui sont très verbales. Okay, pourquoi? Parce que dans les cadres que je propose, on va utiliser différents canaux de communication. On communique avec nos 5 sens, le visuel, l'auditif, l'ouïe. Non, le visuel, l'auditif, le tactile, le goût et l'odorat. Et donc, c'est par ces 5 sens que vous allez pouvoir faire l'acquisition de l'information. Donc, potentiellement, c'est ces 5 sens qu'on va essayer de stimuler. Alors, je ne vous cache pas que dans le monde professionnel, le goût et l'odorat, je le travaille un peu moins. Néanmoins, il y a des techniques qui existent, mais j'en parlerai pas ici. Alors, ça, c'était pour les techniques auditives. Je travaille également, donc comme ça je le disais, je suis facilitateur graphique, donc je travaille avec des feutres, avec un outil qu'on retrouve dans pas mal de salles de réunion qu'on appelle un paperboard. Un paperboard avec un marqueur, avec des marqueurs de couleurs, et je travaille à la modélisation des idées complexes. Le problème des idées, c'est, on verra, et on en a plein, et bien souvent elles sont complexes. Mettez plusieurs personnes dans une même salle, et vous allez voir que le degré de complexité, naturellement, il va augmenter. Et donc verbalement, il y a des personnes qui sont
en difficulté pour pouvoir comprendre et apprécier la tenue et le contenu de chacune de ces idées. Donc on va utiliser un autre canal qui va être le canal visuel. Et donc on va travailler sur, par exemple, une modélisation comme celle-ci. Alors l'idée, c'est pas que ça ait du sens pour vous, mais en tout cas pour les personnes qui ont assisté à cette séance de travail sur la facilitation graphique, eh bien ici on a un bon compte-rendu visuel, et pour toutes les personnes qui ont une mémoire photographique, cet outil-là va être privilégié. Qu'est-ce que j'ai d'autre dans ma boîte à outils? Toutes les techniques dites kinesthésiques. Il y a des personnes que même quand on les stimule en verbal, même quand on les stimule en visuel, eh bien c'est pas suffisant. Il y a des personnes qui ont besoin de faire, pour faire jaillir des idées, qui ont besoin de manipuler, qui ont besoin de toucher. Donc pour ça, je m'appuie sur tout un corpus d'outils qu'on appelle des innovation games, des jeux sérieux, des choses très tactiles, hein, des plateaux de jeux, où on joue en entreprise. On passe beaucoup de temps à travailler sérieusement en prenant énormément de plaisir, voilà, pendant une journée, y compris avec des gens très très sérieux. Et puis ça nous remémore aussi qu'on a tous été des enfants à un moment donné et que c'était le meilleur moment où on s'éclatait. Et c'est là où naissent justement la plupart des idées. Alors, il y a un outil particulier que j'ai dans ma boîte à outils. Ce n'est pas le jouet ou la boîte de jouets de ma fille, non, sont bien mes Lego à moi. Donc c'est une pédagogie qu'on appelle la pédagogie Lego Serious Play, pédagogie que Lego a développée dans les années 90, qui est extrêmement puissante, puisque là on est dans la modélisation des systèmes complexes. Et donc qui dit complexité dit qu'on va avoir besoin aussi d'utiliser une représentation peut-être 3D. Et derrière ce qui se cache, la construction de structures comme de Lego comme celle-ci, eh bien c'est ce qu'on appelle du storytelling. C'est-à-dire que c'est un vecteur, c'est un facteur pour que les gens racontent des histoires, et puis sur un malentendu, qu'ils se donnent des idées. Les idées, c'est bien ça qui nous intéresse. Et je vous invite, si vous ne l'avez pas déjà fait, à aller regarder ce TED, conférence de Cédric Villani, qui a donné un TED absolument magnifique sur la naissance des idées. Comment naissent les idées? Alors, loin de nous donner toute une recette, il nous propose un certain nombre d'hypothèses. Les idées viennent de la documentation, de la connaissance, de l'information qu'on peut en avoir, venir de rencontres, de travail, de cadres de travail aussi qui vont pouvoir stimuler. Et les idées aussi vont avoir besoin de beaucoup de motivation, de beaucoup d'implication. Et puis, à la fin, il nous confie que pour avoir des idées, il va falloir aussi avoir un petit peu de chance. Et ça, il en faut. Il ajoute également que la plupart des idées ne fonctionnent pas. Ce qui est terrible quand on est entrepreneur, puisque, a priori, si c'est votre idée, elle est géniale. Et le pire pour un entrepreneur, c'est de tomber amoureux de son idée. Et moi, des idées, j'en ai beaucoup depuis... Alors, je ne vais pas parler de vous, parce que je ne peux pas parler en votre nom. Par contre, je peux vous parler de mon parcours, de ce que j'ai pu faire. La naissance des idées, pour moi, je la mets à l'origine. Les vraies premières idées d'entrepreneuriat, je pense que je les remets mes premières soirées apéro avec les copains quand j'étais à l'école, où là, sur les coups de 22-23 heures, là, on commençait à avoir des idées absolument géniales. Je me souviens du barbus. Voilà, on voulait créer un bar, mais dans un bus. Voilà. C'est évidemment l'engouement. On a vite compris que ça irait pas loin. On avait pensé aussi à un parapluie. C'est comme le Vélib, mais pour les parapluies. Et on n'a jamais réussi à trouver comment est-ce qu'on pourrait distribuer un parapluie. C'est comme aujourd'hui, hein, vous venez à Villefranche, vous avez besoin d'un parapluie. Voilà. Donc des idées comme ça, on en a eu plein. À nous font rire aujourd'hui. On n'a jamais investi une seule minute ni un seul denier là-dedans. Et en fait, quand on discute un petit peu rapidement, on se rend compte que des idées, on en a tous. Et quelque part, on est tous des entrepreneurs ou tous des intrapreneurs, puisque c'est un terme qu'on entend beaucoup en ce moment. C'est la capacité d'entreprendre en interne. Voilà. Et le point commun, c'est que toutes nos idées, elles sont absolument géniales. Voilà. Vous êtes d'accord, non? Vous avez des idées, votre idée, elle est bonne. Parce que quand même, si vous ne portez pas votre idée, ça ne va pas fonctionner. Alors, le principe, c'est quoi? Voilà, le cas, il est simple. Hein, c'est que vous êtes là, vous êtes l'entreprise, vous êtes l'entrepreneur, et puis vous avez cette fameuse idée-là, hein, qui généralement est bien packagée. On peut imaginer beaucoup de choses à l'intérieur. Et puis, vous allez vouloir l'adresser à un certain nombre d'utilisateurs ou de clients.
Alors, si vous êtes entrepreneur français, vous allez certainement tomber dans la catégorie de la recherche de l'idée qui fonctionne du premier coup, ce qui n'est pas forcément le cas quand on est dans un modèle anglo-saxon, on va plus valoriser l'échec. Et ce qui est très dur à admettre, c'est que si on part du principe que la plupart des idées ne fonctionnent pas, comment ça se traduit? Ça veut dire que tout simplement, vous n'allez pas trouver vos utilisateurs, vous n'allez pas trouver vos clients, et que vous n'allez pas comprendre pourquoi. Eh bien, pourquoi tout simplement personne n'en veut, ou absolument très peu. Alors, une bonne explication, ça pourrait être de dire que la plupart des gens n'ont pas compris votre idée, et que donc c'est la faute des autres. Non, le fait est, c'est que cette idée, elle ne fonctionne pas, quoi. C'est tout. Alors, c'est très difficile à admettre. C'est encore plus difficile quand on a investi beaucoup de temps en amont. Et c'est pour ça que cette conférence s'appelle « Se développer avec agilité », parce que l'enjeu, c'est pas tant d'avoir une idée qui ne fonctionne pas, c'est surtout de s'assurer que son idée ne fonctionne pas, mais très très tôt. Voilà. Vous avez tout intérêt à planter votre idée très très tôt. Mais le rôle de l'entrepreneur, c'est pas que ça. C'est pas que d'avoir une idée, il y a beaucoup d'autres choses, et donc on est ceinturé comme ça par tout un tas de considérations économiques, juridiques, éventuellement fiscales, développement, marché, connaissance du segment. Voilà, ça c'est le résultat d'une séance que j'avais faite à la CCI Lyon il y a 3 ans sur qu'est-ce qu'un entrepreneur, et on voit bien que ça part dans tous les sens. Ça part dans tous les sens, mais mine de rien, si au final vous n'avez pas votre idée qui est correctement packagée, bien, ça ne fonctionnera pas. Alors le problème, l'entrepreneur, il en a beaucoup. J'en cite quelques-uns, mais là, il n'y a pas forcément que ça. Par où j'attaque. Là, par exemple, j'ai une connaissance, là, il a un produit, il a déjà 2 prototypes en main. Et ben non, il veut quand même faire le 3e. Parce que tant que le 3e il n'est pas fait, ce ne sera pas parfait, il ne pourra pas se mettre à disposition de ses utilisateurs. Et je suis à peu près convaincu, parce qu'il m'avait fait le même coup pour la 2e version de son prototype. Donc normalement, quand il y aura la 3e version, ce ne sera pas suffisamment parfait. Et la 4e, il va encore chercher à s'améliorer. Et il n'aura toujours pas contacté un seul de ses utilisateurs. Et par où on attaque? Eh bien, on attaque généralement par ce qu'on sait, par sa zone de confort. Voilà. La zone de confort, c'est ce qu'on aime développer. Alors, ce que je vous propose et l'invitation que je vous fais, donc comme toutes les invitations, vous avez le droit de l'accepter, vous avez le droit de la refuser, c'est de garder vos idées et de tester vos certitudes. C'est que tous ces problèmes-là, vous allez les avoir, et que la proposition de valeur que je vous fais en tant qu'entrepreneur, en tant que créateur de projet ou porteur de projet, c'est que finalement, allez creuser dans tout ce dont vous avez l'assurance, quasiment 100%, soit parce que par rapport à l'instinct, par rapport à ce qui se passe à l'intérieur, vous avez des certitudes que ça c'est bon. Donc, a priori, c'est par là que vous avez de plus en plus de failles qui vont se créer. Alors, ces considérations, je ne suis pas le premier à les faire. Ces constats-là, ça existe depuis longtemps. Et on a la chance d'être en 2016 et donc d'avoir accès aujourd'hui à tout un tas de corpus de méthodes, d'outils. Parmi ceux-là, il y a une mouvance qui a émergé dans les 5-10 dernières années qui s'appelle le Lean Startup. Et un des auteurs donc, qui a été documenté principalement par une personne qui s'appelle Eric Ries. Donc je vous invite à lire le livre, qui s'appelle Lean Startup. C'est pas très compliqué. Et en plus, il est disponible en français. Et dans le prolongement de son travail, il y a une autre personne qui a travaillé qui s'appelle Ash Maurya, qui a écrit un bouquin qui s'appelle Running Lean. Et qui, dans cet ouvrage Running Lean, il nous propose un outil qui s'appelle le Lean Canva, et qui est un outil aujourd'hui qui est extrêmement intéressant et pertinent à connaître, à comprendre et à manipuler, et qui nous aide à bien des égards, et c'est ce que je vais vous proposer d'explorer un petit peu dans cette conférence, c'est aussi comment est-ce que cet outil-là, vous pourriez vous en servir pour confirmer ce que vous savez déjà, ou peut-être pour découvrir des choses. Alors, vous le retrouverez également en ligne, hein, ce Canva, ce Lean Canva. Okay, je ne vais pas vous faire tout le bouquin. Il est structuré en différentes cases. Vous avez les segments clients. Les segments clients, c'est un petit peu comme cette conférence, c'est un petit peu comme ça que je l'adresse. C'est vous, c'est les entrepreneurs qui, vos segments clients, ils ont des problèmes. Ce problème, je les ai cités tout à l'heure, on va leur adresser une proposition de valeur, une espèce de synthèse, de pitch, une promesse. Cette promesse va être déclinée par rapport à une solution. Ok. Bon, jusque-là. Ouais. Et puis, ce Canva aussi nous invite à nous poser différentes questions. Qu'est-ce que je vais mesurer? Qu'est-ce qui fait qu'effectivement, comment est-ce que je mesure le succès de mon idée?
vous en êtes, je ne sais pas où vous en êtes dans votre projet, comment est-ce que vous mesurez le succès de votre idée? C'est-à-dire, quels sont les indicateurs factuels clés qui vous permettent de dire qu'effectivement vous êtes dans le bon sens du succès? Est-ce que vous avez des personnes qui vous appellent, qui vous contactent? Ou est-ce que c'est juste le nombre de personnes qui vous disent « Ah ouais, ton idée elle est pas mal, ouais j'aime bien ». Voilà. C'est un premier indicateur, mais si vous cherchez à vendre, ce n'est pas un bon indicateur. Okay. Ça s'appelle de la pollution, ça s'appelle du bruit, ça s'appelle de la flatterie. Et c'est encore pire quand ça vient des amis et de la famille parce que ça nous entraîne, ça nous encourage et ça nous laisse dans une dynamique qui est dans un mauvais cadre. Okay. Là, l'idée, c'est vraiment quelles sont les métriques. Alors, c'est pas fini parce que votre proposition, votre cadeau, votre package, appelez-le comme vous voulez, votre solution, il va falloir l'adresser à ses clients, à ses utilisateurs. Eux n'ont pas conscience du tout que ça existe. Donc, quels canaux vous allez utiliser? Alors, à l'heure du digital, on pourrait citer, voilà, globalement, Internet devient un canal, un tuyau, encore faut-il bien s'en servir. Les réseaux sociaux, les différentes plateformes, vos réseaux, il y a aussi tous les moyens matériels. Et puis la plupart des idées, malheureusement, vont être copiables. Il va falloir s'interroger aussi sur ce qu'est l'avantage unique. Là-dessus, je vous encourage à lire un bouquin qui s'appelle « Les stratégies Océan Bleu ». Si vous ne l'avez pas lu, allez-y, vous y piocherez des idées pour comprendre pourquoi votre idée, enfin, pourquoi celle que j'avais déjà eue, je ne vais pas dire les vôtres, parce que sinon, vos idées sont bonnes, ok? On est d'accord avec ça, je ne critique pas vos idées. Mais parfois, vous allez trouver que vous êtes dans un océan rouge. Un océan rouge, en gros, c'est un produit qui existe déjà, qui n'apporte aucune valeur ajoutée, aucune distinction, aucune particularité, et globalement, il n'y a pas d'innovation. Vous savez, innovation, c'est le terme qu'on utilise à toutes les sauces aujourd'hui, parce que si vous n'êtes pas innovant, si vous n'êtes pas agile, vous êtes mort. Encore faut-il comprendre ce qu'on y met derrière. Lisez les stratégies Océan Bleu, et j'espère que vous trouverez comment remplir cette case. Qu'est-ce qui fait que vous ne serez pas copiable et que vous avez un avantage unique? Alors, la réponse qui est de dire « je suis le seul à avoir l'idée », ça ne rentre pas dans la case. Hein, on est d'accord? Même si vous êtes unique, ce n'est pas suffisant. C'est pas suffisant. Également, ce Lean Canvas, il nous intéresse parce qu'on va s'interroger, parce qu'une fois que vous avez rempli toutes les cases du haut, vous allez eh bien, pouvoir faire des déclinaisons économiques, puisqu'un produit, c'est aussi une déclinaison économique. Des modèles de revenus, qu'est-ce que vous utilisez? Est-ce que c'est de l'abonnement? Est-ce que c'est de la vente one-shot? Est-ce qu'il y a du récurrent, de la fidélisation? Et puis, quels sont les coûts associés eh bien, en fonction des différents éléments que vous avez pu remplir précédemment. Cet outil-là, c'est quelque chose que vous pouvez remplir très facilement. Et alors je vous donne le sens. Hein, commencez d'abord par un problème ou par le segment client. Essayez d'identifier la proposition de valeur. Avant de décliner la solution, pensez aux canaux. Et ainsi de suite, vous le retrouverez dans la présentation. Okay. L'idée, c'est bien de partir du problème et des utilisateurs. Pardon. Alors, évidemment, moi, avant de tomber là-dessus, je faisais comme tout le monde. Je partais de la case solution, parce que j'ai une idée. Et souvent, l'idée, elle tombe dans la case solution. Alors, c'est possible, mais ça devient plus compliqué, parce qu'une solution, il va falloir comprendre à quel problème vous répondez. Et puis surtout, qui a ce problème? Et des fois, on se rend compte que personne n'a le problème que vous imaginez. Okay. Sauf si vous appelez Steve Jobs et que vous amenez à la fois et la problématique et la solution. Là, vous êtes un visionnaire, vous êtes en rupture. C'est un privilège qui n'est pas forcément possible et accessible à tous. Donc ce n'est pas forcément la meilleure porte d'entrée. C'est souvent la plus compliquée. C'est souvent aussi celle-ci dans laquelle on s'enterre. Et pourquoi ce n'est pas la meilleure porte d'entrée? Pas parce que le Canva dit qu'il faut démarrer à droite ou à gauche, non. C'est la plus mauvaise porte d'entrée parce que c'est là où vous avez le plus de connaissances. C'est là où vous avez le plus de certitude. Si j'avais eu 2 heures pour faire cette conférence, j'aurais invité quelqu'un et il y a une version de cette conférence où on prend un entrepreneur et on construit le Lean Canvas avec lui en live. Voilà. Et faites-le. Faites-le. Si vous avez votre solution, est-ce que vous savez qui est votre segment client? Mais quand je dis est-ce que vous savez, est-ce que vous les avez vus? C'est en vrai, comme là je vous vois réagir ou pas? Est-ce que vous avez déjà discuté avec un utilisateur en vrai? Ou est-ce que c'est un doux fantasme, un doux rêve que vous avez imaginé parce que vous avez fait 10 milliards de benchmarks, que vous avez lu toute la littérature qui existe sur le net là-dessus, et qu'en fait, cette espèce de persona, cette espèce d'image existerait, mais encore faut-il la confirmer. Et bien souvent, on n'a pas fait ce travail-là. Moi, je l'ai fait, je vous montrerai un Canva après que j'ai complètement planté. Voilà. C'est des idées, j'en ai plein. Je ne vais pas vous faire la liste de toutes celles qui ne fonctionnent pas, mais il y en a beaucoup plus qui n'ont jamais fonctionné que celles qui ont fonctionné.
Donc, attention à démarrer par la partie solution. L'approche Lean Canvas et le Lean Startup, ce n'est pas que remplir un canevas. Après, encore faut-il actionner. Actionner, ça veut dire qu'une fois que vous avez fait ce premier plan A qu'on a vu, voilà, une fois que vous l'avez initialisé, il va falloir le tester. Et vous avez tout intérêt à dépenser le moins d'argent possible pour tester vos idées. Ça paraît assez logique, ça paraît assez cohérent, mais vous n'avez pas besoin de 10 000 € pour tester votre idée. Vous connaissez sans doute les Deliveroo et autres, là on les voit partout, là, ceux qui vous livrent de la nourriture à la maison avec tous les livreurs. Si vous lisez le bouquin d'Eric Ries, vous verrez que l'auteur, le créateur de ce système-là aux États-Unis, il a commencé avec un utilisateur et c'est lui-même qui allait faire les courses, c'est lui-même qui prenait son vélo, ça lui coûtait 0, ça lui a coûté du temps. C'est très, très compliqué, c'est d'imaginer que finalement pour vérifier notre produit, et c'est ça que pose le Lean Startup, c'est que le produit n'est pas justement qu'une seule solution, un produit c'est l'ensemble de ses axes. Et donc, pour pouvoir vérifier l'ensemble de ces axes, il va falloir travailler sur ce qu'on appelle un produit minimum viable, à distinguer d'un produit maximum pas viable du tout. D'accord ? Le produit maximum viable, c'est celui que vous allez tout mettre en vous disant « mes utilisateurs ils vont être contents parce qu'ils ont le maximum de services ». Eh bien, pas du tout. En Lean Startup, on travaille différemment. On va chercher les premiers utilisateurs, ce qu'on appelle les early adopters, les utilisateurs précoces. Avant de démarrer sur un modèle économique où vous allez toucher 10, 100, 1000 utilisateurs, 1000 clients, essayez déjà d'en avoir un. Et déjà en avoir un, c'est dur. Mais un où quand vous lui présentez votre produit, il a une banane, il n'a qu'une envie, c'est de l'acheter au prix que vous avez fixé. Et donc il vient démontrer ça. C'est ce qu'on appelle ce produit minimum viable, c'est de définir quelle est la plus petite solution. Et généralement, cet exercice, il est extrêmement compliqué parce que ça nous invite à de la simplicité et à faire simple. Et faire simple, comme disait Léonard de Vinci, c'est très compliqué. C'est pour ça que vous retrouverez souvent dans le numérique, il y a beaucoup de produits minimums. Ce sont juste ce qu'on appelle des landing pages, c'est-à-dire des pages d'accueil qui vous expliquent la proposition de valeur. C'est tout. Si vous utilisez un système qui s'appelle Dropbox, qui est un système de partage de fichiers, l'histoire de Dropbox, c'est une vidéo, 0 ligne de code, 0 entreprise, une vidéo, 10 000 personnes qui disent « j'en veux », 18 mois de développement plus tard, Dropbox est mis sur le marché. Des histoires comme ça, on en trouve plein. Alors c'est toujours plus facile quand il y a eu du succès. Mais le produit minimum viable, c'est vérifier sa proposition de valeur, y compris quand sa solution n'existe pas. Est-ce qu'on peut vendre un produit qui n'existe pas quand on démarre? La réponse est oui. Et ça, c'est très compliqué. Je vais mentir à mes utilisateurs? Non, ils vont attendre. En fait, dans quelle démarche on est? On est dans une démarche d'apprentissage. On veut apprendre le maximum de choses, donc on a tout intérêt pour apprendre à minimiser les investissements. Alors après, donc dans cette innovation produit, il va falloir d'autres qualités, du focus, rester focusé uniquement sur ces idées, les idées une par une, et globalement, comment est-ce que vous allez valider vos différentes hypothèses. Restez toujours dans une démarche d'apprentissage. En gros, je teste, j'observe les résultats et je fais ça. Mais je le fais sur des cycles extrêmement courts. Si vous rentrez dans une logique où vous voulez faire un test par jour, vous ferez un test par jour. Et derrière, vous allez mettre en place tout un mécanisme sur lequel vous allez devoir trouver des utilisateurs. Parce qu'évidemment, pour avoir une personne qui achète, des fois, il faut contacter 100 personnes, 10 personnes, 1000 personnes. Et ça vaut le coup. Et vous allez apprendre que votre idée, elle n'est pas bonne, ou qu'elle n'est pas bonne, mais il faut juste changer un tout petit truc, que juste le nommage, les termes utilisés ne sont pas tout à fait bons, que le prix, il faut peut-être légèrement le baisser, ou des fois l'augmenter. Étonnant. On peut aussi valoriser son produit. Et il va falloir de la vitesse. De la vitesse, ça veut dire c'est difficile de faire un produit en dilettante, ce qui peut être le cas si notamment vous avez une double activité, un peu comme la mienne. Voilà. Moi j'ai un produit qui s'appelle Incube & Go. Et ben, c'est compliqué parce qu'un jour tous les 15 jours, et ben, forcément vous avancez moins vite. Donc déjà, sans vitesse, vous avez des personnes qui peuvent venir vous rattraper, et puis vous apprenez moins vite, globalement. Donc des points d'attention à avoir en tête quand on parle d'agilité. Donc, pour conclure sur cette partie d'innovation dans les produits, parce que se développer avec agilité dans un monde où tout est agile, ou même à la télévision maintenant, on vous propose des offres d'assurance agile, c'est-à-dire il y a une dilution complète du sens de ce que veut dire agilité.
Moi, ce que je vous propose, c'est d'envisager cette agilité, c'est déjà revoir comment est-ce qu'on forme ces produits, comment est-ce qu'on les pense, comment est-ce qu'on les crée, comment est-ce qu'on les conduit, et de sortir d'un paradigme dans lequel on a été baigné, et puis aussi qui se forge de manière assez empirique, parce que je l'ai encore vu hier avec des étudiants, c'est ce sacro-saint triangle de fer, où on part d'une idée, on part d'un périmètre, on part d'une liste de choses qu'on veut faire, et on va rentrer dans une logique où on va quantifier le temps et les efforts nécessaires, le budget. Voilà. Et c'est terrible parce que cette liste-là, là-haut, en fait, elle n'est pas tout à fait fixe, c'est pas vrai, mais elle ne se réduit jamais, elle ne fait qu'augmenter. Vous avez remarqué comme plus vous faites des sessions de brainstorming, plus vous avez d'idées. Parce que vous avez déjà fait des sessions d'anti-brainstorming. Une session de destruction d'idées. Vous n'avez jamais fait ça. Ah non, parce qu'on ne vous le propose jamais. Ah non, c'est normal. Vous ne pouvez pas détruire vos idées, on ne vous le propose pas. Et alors quand on le fait, c'est un peu comme à la maison quand on fait le rangement d'automne ou d'hiver ou de printemps. C'est quand il y a des idées, généralement on vous les met sur un post-it. Voilà, vous les mettez sur un post-it et après on dit on les enlève. Voilà. Et bien on va quand même faire un petit tas et puis on va les garder dans un coin des fois qu'elles servent. Voilà. Puis on les met dans des cartons. Voilà. Et ces idées, on a du mal à s'en défaire. Voilà. Il y a un attachement, il y a un rapport émotionnel aux idées qui est extrêmement fort. Donc arrêtez de créer des idées, déjà. Comme ça, vous n'aurez pas de problème avec vos idées. Moins vous en avez, mieux c'est. Donc arrêtez de créer des idées, créez les bonnes. Créer les bonnes, ça veut dire inverser ce paradigme-là. Et la proposition que je vous fais, c'est de rentrer dans une logique où la notion budgétaire, elle va être fixée. La notion de temps, elle est fixée. Si vous voulez sortir votre produit pour Noël, vous le sortirez pour Noël. D'ailleurs, vous pouvez déjà communiquer en disant que ce sera prêt à Noël. Et ce n'est pas négociable. Alors vous avez le droit de m'opposer en me disant bah, tu dis n'importe quoi, moi j'ai besoin de 6 mois pour le faire. Oui, parce que vous êtes dans un schéma mental où effectivement vous vous autorisez 6 mois. Ça s'appelle le syndrome de l'étudiant. Vous avez 3 mois pour faire un rapport, vous y mettez 2 jours avant. Ben là c'est pareil, mais donnez-vous 2 mois et vous ferez quoi? Eh bien vous serez obligé d'ajuster le périmètre et donc le produit minimum que vous êtes capable de faire. Et donc vous allez vous interroger sur qu'est-ce que je dois mettre en priorité, qu'est-ce que je dois mettre comme valeur, comment est-ce que j'injecte cette valeur. Et là, vous posez la question, certainement la plus complexe et la plus intéressante en termes d'apprentissage, c'est où se trouve la véritable valeur de mon produit. La valeur d'aujourd'hui, c'est pas la valeur d'hier. La valeur d'aujourd'hui, elle n'aura aucune valeur demain. Si vous êtes sur un produit qui existe déjà sur le marché, reproduire des choses, ça n'intéresse pas. Il va falloir innover. Voilà. Prenez les vitres électriques. Moi, quand j'étais gamin, les vitres électriques, c'était génial dans une voiture. Et ben aujourd'hui, c'est juste normal. La climatisation, c'est pareil. Il y a plein de fonctionnalités comme ça. Il y a plein de choses qu'on imagine dans nos produits qui ne sont pas d'ordre de la valeur. Bon. Alors, quand je mets des cadres, quand je vous disais que je travaille à mettre des cadres, je ne suis pas aussi violent. Hein, je ne le fais pas en une demi-heure comme ça. Mais c'est un cheminement. Alors, une fois qu'on a exposé ça, on arrive quand même à passer à l'action. Et innover dans les produits, c'est bien, mais pour pouvoir profiter de cette agilité business, eh bien, il va falloir aussi innover sur le facteur humain et d'envisager l'organisation de l'équipe, parce que pour pouvoir réaliser tout ça, vous allez avoir besoin d'une équipe, même une équipe de 2, hein, ça marche aussi, et d'envisager un rapport à l'humain, un système de collaboration, un système organisationnel légèrement différent. Moi, dans les organisations dans lesquelles j'interviens, ou quand je travaille avec des entrepreneurs, ils se posent beaucoup de questions sur leur modèle économique, ils se posent beaucoup de questions sur les produits, ils se posent beaucoup de questions sur où se trouvent les bonnes compétences. Et il y a une question qui ne se pose jamais, c'est quel modèle organisationnel je vais choisir. Comme si, de fait, il y avait un modèle organisationnel qui s'appelle le modèle pyramidal, qui dit que, eh bien, il doit y avoir un président, directeur général, et puis des gens en dessous. On est au XXIe siècle, on a la chance d'avoir accès à des modèles organisationnels qui sont totalement différents. La sociocratie, l'holacratie, les sociétés consensuelles. Bref, en gros, la gouvernance, et qu'est-ce qui dirige derrière ça? Quels sont les enjeux derrière ça? C'est comment est-ce qu'on va prendre des décisions. Et puis on se retrouve avec des gens qui disent après, ah, finalement ça silote, les gens se cloisonnent par compétences. Ce modèle-là, il est hérité depuis longtemps. Il existe, il est bon dans certains cas, encore faut-il qu'il soit bien appliqué.
De plus en plus, et peut-être de plus en plus sur les générations à venir, ceux qui sont encore en formation, là, qui sont en train de se faire diplômer, vont avoir envie de s'impliquer et d'avoir un modèle organisationnel qui ne soit pas cloisonné, qu'on va avoir un besoin de collaboration beaucoup plus fort, qui vont avoir finalement, vont vous challenger et nous challenge sur la notion d'équipe. Comment est-ce que je me mets à disposition d'une équipe? Comment est-ce que je casse cette notion hiérarchique pour privilégier la notion de leadership? D'avoir ce qu'on appelle des organisations circulaires, où à l'intérieur d'une équipe, on va retrouver finalement toutes les compétences à l'intérieur. Où, oui, un commercial peut discuter avec quelqu'un du marketing et quelqu'un de la communication, qui peut travailler avec un développeur informatique, et un testeur, et un UX designer, et un créateur de ce que vous voulez, sans que ces gens-là se tirent à boulet rouge parce qu'ils ont des a priori et des préjugés sur chacune des fonctions. Et ça, c'est pas évident, parce que ce qui se cache derrière, c'est comment est-ce que je m'intègre finalement en tant qu'individu au sein d'un collectif. C'est pour ça qu'aujourd'hui, on travaille beaucoup sur les savoir-être dans les universités, plus que dans les savoir-faire, parce que les métiers de demain n'existent pas encore. La plupart des métiers de demain n'existent pas encore. Donc finalement, le meilleur facteur pour garantir que demain, votre organisation, que vous ne pouvez pas prévoir, c'est peut-être déjà d'intégrer une dimension collaborative dans la gestion de votre produit. Alors évidemment, ça n'exclut pas le rôle du management, qui va plus avoir une fonction pareille de proposer un cadre, de discussion, d'être un facilitateur. Et là, je vous renvoie vers toutes les lectures de type Management 3.0, le facilitateur coach, et ainsi de suite. Donc innover dans sa collaboration, c'est aussi sortir ou rentrer dans un modèle où le droit à l'erreur est une option. Ce qui peut être plus ou moins facile à intégrer en fonction de l'éducation, de vos parcours, de vos croyances, de vos jugements. Ce droit à l'erreur, ça veut dire quoi? Ça veut dire que quelqu'un qui fait une erreur, par exemple, qui vous fait perdre 1000 €, là, on a eu le cas, par exemple, là, sur une structure, on s'est trompé sur le paramétrage d'une billetterie en ligne, on a perdu 350 €. Bon. D'instinct, pas se mentir, hein, dès que j'ai vu le SMS tomber, j'ai essayé de chercher lequel des trois avait commis l'erreur. On va chercher le fautif. Bon, il est fort probable que le fautif, ce soit moi, en plus. Donc, je vais essayer de trouver une bonne raison pour que ce soit quelqu'un d'autre. Bref, on ne va pas s'en sortir, on va perdre de vue le sujet, c'est qu'on a commis une erreur. La question, c'est comment on s'en sert de cette erreur, comment on la valorise, mais concrètement. Et comment est-ce qu'on la valorise? Ce n'est pas juste une idée, c'est aussi comment est-ce qu'on se comporte pour valoriser cette erreur. Là, je vous renvoie vers les travaux d'Edward Deming, puisque ces considérations-là, elles existent depuis les années 60. Edward Deming, c'est la personne qui a travaillé sur toutes les théories du management, la PDCA, ce genre de choses, et qui a travaillé notamment sur l'observation des chaînes de production, notamment dans le milieu automobile, et qui a démontré, qui a posé, que 97% du temps, lorsqu'une erreur est commise dans un système, eh bien, il est souvent dû au système même. C'est-à-dire que le système ne met pas les conditions nécessaires pour prévenir cette erreur. Et seulement 3% du temps, c'est dû à une vraie responsabilité humaine. Qu'est-ce qui se passe de manière empirique? 97% du temps, quand il y a une erreur qui est produite, on va chercher un bouc émissaire. Et seulement 3% du temps, les systèmes vont s'interroger sur eux-mêmes. Innover dans sa collaboration, c'est avoir aussi des équipes qui ont cette capacité d'introspection et de se dire « Ok, nous avons commis une erreur ». Et donc le partage des responsabilités est affaire de tous. Et donc la question, c'est pas tant pourquoi est-ce qu'on a commis cette erreur, c'est qu'est-ce qu'on en fait et comment on apprend, comment on l'intègre. Et cette notion d'erreur, on l'intègre aussi bien dans la notion collaborative que dans la notion de produit. Vous avez tout intérêt à vous planter. Plus vous vous plantez, plus vous augmentez votre probabilité de réussir. Donc, faites des erreurs. Valorisez-le. Dès que vous voyez quelqu'un faire une erreur, dites que c'est bien. Y compris sur vous-même, hein. Attention, protégez-vous. Voilà. Alors j'insiste, c'est le droit à l'essai, le droit à l'erreur, c'est pas le droit à l'échec. Okay, c'est vraiment la notion d'erreur. Une erreur, on peut la corriger. Innover dans son organisation, c'est pour pouvoir profiter de tout ce que je vous ai présenté précédemment sur la partie Lean Canva, sur la partie Lean Startup, c'est d'envisager aussi les cycles produits, les cycles de réalisation, et bien de sortir de ce cadre phasé, ce séquencement. Il est fort probable qu'on va vous demander un planning à un moment donné. Puis vous avez besoin aussi de projection. Donc là, je vous en propose un. Je réfléchis, je conçois, j'exécute et puis je teste. Voilà, c'est un cycle classique. Vous avez peut-être d'autres phasages avec plus ou moins de phases.
peu importe. Et puis, on va prier les dieux et puis croiser les doigts pour qu'à la fin, tous les efforts que vous avez déployés dans l'implémentation de votre idée fassent que, à la fin, vos utilisateurs sont contents. Savoir qu'en France, vous avez 8 startups sur 10 qui meurent ou vivotent, non pas parce qu'elles ont les mauvaises idées, mais bien souvent parce qu'elles mettent trop tard sur le marché leurs produits. Donc on a un besoin d'accélération là-dessus. L'accélération, ça veut dire rentrer dans des cycles. Alors vous allez sans doute entendre parler d'itération. Des cycles, finalement, on va faire un petit peu de tout le temps. Analyser, concevoir, réaliser, mettre à disposition sur le marché, faire des erreurs, apprendre, et puis refaire, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Si vous avez envie de faire une première version de votre projet pour dans 15 jours, vous pouvez le faire. Et puis vous allez en faire une deuxième dans 15 jours. Et finalement, la bonne nouvelle, c'est que vous allez faire, dans la même période de temps, vous n'allez pas faire une expérimentation, mais vous allez en faire 10, 20, 30. Du coup, c'est en ça que vous augmentez votre probabilité de réussir. Alors on est d'accord, vous augmentez aussi votre probabilité de faire des erreurs. Donc il faut savoir ce qu'on veut. Cette agilité et ce mécanisme-là, clairement, ce qui va se passer, c'est que finalement, la trajectoire initiale, elle ne va pas se produire exactement comme on l'a prévu. C'est pas vrai. Ce point de départ, c'est pas un plan. Les plans, ils sont morts dès qu'on les établit. Ils changent tout le temps. Plus vous allez itérer, plus vous allez faire des itérations, plus vous allez apprendre, plus vous allez rencontrer des utilisateurs, plus vous allez découvrir que finalement, la trajectoire de votre produit doit aller ailleurs. Et c'est ça la bonne nouvelle. C'est que finalement, le bon produit final, vous ne le connaîtrez qu'à la fin. Alors, par définition, là, à la fin, vous ne le connaîtrez qu'à la fin. Donc, il faut converger en permanence vers la fin. Ça veut dire accepter que, il va y avoir du changement. Et que ce changement, c'est peut-être accueillir que votre idée, vous allez la laisser de côté et la faire évoluer, la faire muter, la faire transformer. Ces principes-là, moi, je suis baigné dedans parce qu'à la base, je suis informaticien. Et en informatique, il y a un mouvement qu'on a vu naître dans les années 80-90. Parce qu'en informatique, c'est facile. Moi, quand j'étais développeur, j'avais des responsables métiers qui me disaient « Écoute, tu me rajoutes un bouton, c'est pas compliqué. » quoi. Voilà. Parce qu'on a tellement de gens qui sont très mal éduqués à la technicité de l'informatique que tout est simple, finalement. L'informatique, c'est super simple. Donc, on a eu besoin d'accélérer ces méthodes-là. Et finalement, on a été très vite mis dans le bain où mais il va falloir accélérer, il va falloir mettre en place des cadres hyper interactifs, parce que pour pouvoir réussir des itérations tous les 15 jours et livrer tous les 15 jours un produit, vous avez intérêt d'avoir une équipe qui est quand même super solide, avoir quelque chose qui fonctionne en permanence, accepter le changement, collaborer avec le client, enfin bref, toutes ces choses-là, elles sont documentées dans un manifeste qu'on appelle le manifeste pour le développement agile de logiciels, qui est disponible en ligne, qui est gratuit, qui décline 4 valeurs et 12 principes dont vous pouvez vous inspirer. Alors, moi, quand je parle d'agilité, comme maintenant quand j'en parle ailleurs, on me dit « ouais, mais l'agilité, d'ailleurs tu le dis toi-même, c'est écrit, c'est un truc de logiciel, donc c'est un truc d'informaticien pour les informaticiens ». Moi, je ne travaille pas dans l'informatique. Mon produit, c'est un centre de bien-être, c'est la création d'un objet. Donc, tes trucs-là, ça ne fonctionne pas. Alors, on ne fera pas un combat, parce que je ne vais pas vous chercher à vous convaincre que ça fonctionne. Néanmoins, on est en train d'apporter les preuves, notamment par tout ce qui va être imprimante 3D, les Fab Labs. Et puis finalement, quand on parle de collaboration, quand on parle d'adaptation au changement, et y regarder de bien plus près, quel que soit le produit, la nature du produit qu'on a, finalement, tout ça est applicable. Donc il y a une erreur qui a été faite et qui a été communément admise par les personnes qui ont créé ce manifeste, c'est que finalement, ils n'auraient jamais dû inscrire logiciel dans ce manifeste. Et quand vous le lirez, je vous invite à supprimer toute mention de logiciel et vous le remplacez par produit. Et vous trouverez dans ce manifeste agile pour le développement de produits un cadre suffisamment flou pour ne pas vous dire comment vous devez faire exactement, mais suffisamment précis pour vous donner des indices sur comment vous y prendre avec les gens avec qui vous allez vouloir collaborer, qui vont vous aider à intégrer cette agilité au cœur de votre dispositif collaboratif. Voilà. Alors, il y a 4 valeurs, je vous les ai mises. Il y a 12 principes, on ne va pas tous les faire. Moi, ce que je vous propose, c'est que cette notion d'agilité, la résumer comme celle-ci, avec cette définition, c'est une équipe qui s'améliore et qui s'organise dans un environnement complexe pour délivrer en continu de la valeur à ses utilisateurs en toute simplicité. Tout ce qu'on a vu là, ça sert quand on est dans des environnements complexes. Un environnement complexe, c'est un environnement incertain, c'est un environnement flou.
si vous êtes des créateurs, des innovateurs, si vous n'êtes pas dans la répétition d'un produit existant, eh bien, il est fort probable que les mécanismes que vous avez vus précédemment, il va falloir les réinventer, il va falloir innover. Donc, qu'est-ce qu'on a vu finalement à travers cette conférence? On a vu de l'innovation produit, de l'innovation collaborative pour développer son agilité. La finalité reste la même, hein. C'est que tout ça va de pair. L'idée, c'est d'avoir des utilisateurs qui sont heureux. Des utilisateurs heureux, c'est quoi? C'est des utilisateurs qui aiment vos produits. Là, tout ce qu'on a vu, c'est la face cachée. Et ils ne seront pas simplement heureux parce qu'on a décrété que nos idées étaient les meilleures. Donc une fois que vous avez intégré tout ça, vous allez aller sur le terrain. Vous allez voir des gens en vrai. Si ce n'est pas déjà fait, vous allez continuer, vous allez en voir plus. Et puis, qu'est-ce qui va se passer? Eh bien, ça va être dur. Vous allez galérer. Et si j'ai réussi à motiver une personne à le faire à l'issue de cette conférence, c'est déjà fort. Et puis, c'est comme tout, là, vous allez être galvanisé, j'espère. Et puis, vous allez vous confronter à la réalité du terrain, et puis vous allez vous dire, ouais, mais en fait, c'est super compliqué, son truc. Parce qu'aller voir des gens et entendre dire, non, bon, ça ne m'intéresse pas, votre produit, c'est pas très agréable. Je préfère rester dans mon petit cadre où je suis bien à l'aise, d'accord? Ma petite zone de confort. Donc je vous donne tout de suite la solution, okay, je vous dis ce qui va se passer, comme ça vous ne serez pas surpris. Ça s'appelle les théories du changement, c'est modélisé dans un outil qui s'appelle la courbe du changement de Virginia Satir, qui est une psychothérapeute dans les années 70, américaine, qui travaillait d'abord sur les pédagogies familiales, notamment les situations conflictuelles. Mais aujourd'hui, ces pédagogies-là, on les a réintégrées au niveau de l'entrepreneuriat pour comprendre ce qui se passe. Qu'est-ce qui se passe? Vous êtes dans un statu quo, on est tous dans un statu quo. Vous avez un niveau de performance, il est ce qu'il est. Vous avez un niveau de connaissance, de croyance, de jugement, de valeur. Vous avez un référentiel de travail. Et puis vous avez un gars là qui vous explique aujourd'hui qu'il va falloir tout changer. Parce que c'est complètement différent de ce que vous faites. Alors il y en a forcément parmi vous qui vont résister, en se disant de toute façon son truc, c'est du bullshit de consultant. Et je peux pas vous... Voilà, vous avez sans doute raison. Je ne vais pas vous forcer à croire à ce que je dis. Et puis il y en a d'autres qui vont y aller. Alors ceux qui résistent, l'avantage c'est que vous allez rester dans votre zone de confort. Donc là-dessus, il n'y a pas de prise de risque et vous allez continuer, c'est bien. Pour les autres, je vous préviens tout de suite. Vous, ce que vous cherchez, c'est ce fameux gain là que je vous ai expliqué. Okay, il y a juste une période intermédiaire. Voilà, c'est 3 fois rien, ça s'appelle la vallée du désespoir. C'est pas grand-chose. C'est juste la zone de chaos, okay? C'est juste la zone où vous perdez tous vos repères et vous n'arrivez pas à construire les prochains. Et donc là, forcément c'est rude. C'est rude émotionnellement, c'est rude parce qu'on se pose pas mal de questions, et puis finalement, c'est rude aussi parce qu'on est perdu. Et vous êtes désorienté, c'est normal. C'est la zone où il va falloir le plus de volonté, le plus d'engagement, le plus de motivation. C'est là où vous avez besoin de la qualité de l'entrepreneur, c'est croire en ce que vous êtes et dans ce que vous faites. Et qu'à force de persévérance, effectivement, vous allez pouvoir intégrer ces choses-là. C'est de la pratique, c'est comme le sport, hein, après Noël. Ce n'est pas les 15 premiers jours de l'année, non, c'est tout le temps. Et pour éviter ça, ce qui se passe la plupart du temps, moi quand je parle d'agilité, quand je déploie, quand j'aide les entreprises à mettre de l'agilité dans leurs organisations, aussi bien au niveau collaboration qu'au niveau du produit, eh bien aujourd'hui il se passe ça. On part d'un statu quo, on dérègle beaucoup de choses, et puis parce qu'il y a 1001 facteurs, parce qu'à un moment donné, il y a un abandon, parce qu'à un moment donné, il y a le management qui n'est pas là, parce qu'à un moment donné, on n'est pas sur le bon produit, parce qu'on reste sur ses certitudes, eh bien, il y a un rejet de ces nouveaux dispositifs collaboratifs, de ces nouvelles méthodes de travail, et donc c'est pire qu'avant. Parce qu'on a défait des règles qui fonctionnaient bien, elles ont peut-être des erreurs, hein, mais au moins elles fonctionnaient bien. Et cette résistance culturelle, c'est celle qui fait mal, c'est celle qui aujourd'hui, voilà, on ne va surtout pas essayer de lutter contre. Et moi, mon enjeu, il n'est pas tant de travailler avec ceux qui vont résister. Okay, c'est comme un entrepreneur, travailler avec les early adopters, travailler avec ceux qui ont de l'énergie, ceux qui ont envie. Vous verrez, c'est hyper nourrissant, ça fait du bien. Et puis tous les gens qui viennent et qui vous disent « Ouais, mais votre truc, ça ne fonctionnera jamais », vous leur dites merci et vous les laissez de côté. Okay, et surtout, vous n'allez pas les convaincre. Ça ne sert à rien, ils n'en veulent pas de votre truc. Si vous ne voulez pas de mon Lean Startup, mais ne le prenez pas et venez pas me voir à la fin. Vous gagnerez du temps, vous irez voir des gens bien plus intéressants.
Voilà. Et puis peut-être que j'aurais juste planté une graine et que cette graine, elle va grandir tout doucement et que vous avez besoin de faire vos erreurs aussi et puis vous y viendrez dans 3-4 ans. Et ce sera le bon moment. Voilà. Il y a des utilisateurs, c'est comme ça. Donc on va avoir besoin d'un acteur clé pour réussir à faire tout ça. L'acteur clé, c'est vous. L'acteur clé, c'est le cadre collaboratif dans lequel vous êtes. On a besoin d'un sponsor. Et le meilleur déclencheur pour arriver à faire ça, c'est le middle manager, c'est le manager, c'est celui qui porte, celui qui est en contact direct avec ceux qui vont faire. Quelqu'un qui porte cette vision, quelqu'un qui porte cette énergie, quelqu'un qui porte cette envie, qui va travailler sur 2 axes principaux. Moi, c'est les 2 axes que je vois aujourd'hui qui font clairement défaut dans les organisations et chez les entrepreneurs. C'est de la délégation. Là, vous trouverez ce jeu-là, ça c'est extrait du Management 3.0, c'est disponible, c'est gratuit, vous pouvez jouer, c'est un jeu de cartes qui vous invite à qu'est-ce que vous êtes capable de déléguer. Et déléguer, c'est d'un confort. Pour les puristes, vous irez même jusqu'à lire la semaine de 4 heures. Vous verrez, c'est absolument délicieux. La semaine de 4 heures, c'est la délégation totale. Alors évidemment, la délégation totale de 4 heures, on peut s'interroger sur qui récupère ce que vous déléguez. Bon. Mais déjà, déléguer des choses. Il y a plein de choses que vous n'êtes pas obligé de faire, sur lesquelles vous avez juste besoin d'être consulté. Il y a même aussi des choses que vous n'avez pas besoin de savoir. Faites confiance à des gens qui savent faire. Et concentrez-vous sur là où vous délivrez le plus de valeur. On va également avoir besoin d'une autre qualité, c'est d'avoir le sens, d'avoir de la vision, de bien comprendre que les gens qui travaillent avec nous, ils ont besoin de savoir pourquoi ils font ces choses-là. Pourquoi. Et il y a des managers, leur boulot, c'est juste de faire ça. Tous les jours, ils expliquent pourquoi. Pourquoi les objectifs. Pourquoi. Ils font que ça. Et en fait, les gens savent en permanence pourquoi ils font les choses. Et c'est ce manque de sens qui tue la performance des individus et qui après se retrouve dans la performance des produits. On ne peut pas demander à des individus qui ne sont pas motivés par du sens, d'innover, de créer, de s'impliquer, de sourire en arrivant le matin. Non, c'est pas possible. Sauf s'ils adhèrent au sens. Ou mieux, s'ils ont contribué à la construction du sens. Alors là, je vous livre d'autres outils. Tout ce qu'on a vu au travers de cette conférence, voilà, c'est forcément nourri de principes et de temps, de rituels, de cérémonies, d'amélioration continue. Alors, on le retrouve, qu'on soit dans l'industrie, enfin dans tous les types d'industrie. Il y a un outil qu'on utilise beaucoup qui s'appelle la rétrospective. Donc je vous donne le plan d'utilisation là. Voilà, c'est des séances d'1 heure, 2 heures qu'on fait avec les équipes où on se pose, on prend le temps. On prend le temps de réfléchir. Qu'est-ce qu'on a fait? Qu'est-ce qu'on a fait de bien? On a le droit aussi de se faire du bien. Qu'est-ce qu'on a fait de moins bien? Quelles sont les erreurs? Qu'est-ce qu'on apprend de tout ça et qu'est-ce qu'on réinjecte pour la suite? Pas le bilan de projet, vous savez, le truc qu'on fait à la fin, au bout de 12 mois, là, ou les post-mortem. C'est terrible comme nom, les post-mortem. Voilà, on va faire un post-mortem. Youhou! Non, ça on le fait tout le temps. Les itérations sur la collaboration, c'est tout le temps. C'est pas des choses dont on investit quand on a le temps. Non, on n'a pas le temps de perdre du temps sur la collaboration. C'est maintenant qu'il faut investir. Voilà ce que je voulais vous proposer sur ce thème de se développer avec agilité. Donc de l'innovation sur les produits, de l'innovation au niveau de la collaboration, des nouveaux modes, des nouveaux outils. Je n'ai pas été exhaustif, mais je vous livre tous ceux aujourd'hui qui fonctionnent, qu'on utilise, qu'on est nombreux à déployer, qu'on est nombreux à utiliser. Moi, j'ai qu'un seul moyen de m'améliorer aussi sur cette conférence, hein, c'est d'avoir du feedback. Donc surtout, n'hésitez pas. Je suis preneur de toute la gamme de feedback, hein, y compris ceux qui veulent mettre des avis très négatifs. La seule invitation que je vous donne, c'est de m'expliquer pourquoi, et surtout, plutôt que de me dire ce que vous n'avez pas aimé, c'est qu'est-ce qu'il vous aurait fallu pour aller jusqu'à 10. C'est un outil aussi que vous pouvez utiliser avec vos utilisateurs, ça s'appelle le NPS, le Net Promoter Score. C'est d'inviter les gens à dire « Ok, j'aime pas, mais dis-moi ce qui t'a manqué pour aller jusqu'au j'aime ». Voilà, je vous remercie. Si vous avez des questions, je les prends avec grand plaisir. Soit j'ai été super clair. Oui, alors juste une question. Dans une petite PME où on est installé dans un rythme un peu quotidien, là, voilà, par quoi on commence pour impulser l'agilité? Un exemple. Par quoi on commence? On commencerait
Par mobiliser tout le monde. Moi, ce que je vois beaucoup, c'est l'agilité, ces principes-là. Soit ça vient du bas, c'est-à-dire des gens qui sont sur le terrain et qui disent on a besoin de changer. Ils voient clairement les problèmes. Et donc, ils rentrent dans une logique de convaincre, en gros, ceux qui sont au-dessus. Et ça peut être dans une équipe de 5, une PME, même une très petite. Et ça ne fonctionne pas si la personne au-dessus, elle a d'autres considérations. Et ou alors on a l'inverse, c'est-à-dire qu'aujourd'hui on a beaucoup de managers quand même qui sont très à l'écoute de dirigeants, voilà, il y en a sans doute parmi vous, et il y en a sans doute plein de salons, qui disent voilà, je vois des choses ailleurs, des gens qui ont essuyé les plâtres, ça donne des résultats intéressants, on va le faire. Voilà. Et donc vous avez des gens qui sont sur le terrain et qui regardent le truc arriver en se disant ça y est, c'est la nouvelle lubie, on va mettre de l'agilité. Donc dans les deux cas, ça fonctionne difficilement. Donc l'idée c'est aujourd'hui voilà, comment est-ce qu'on peut créer ce projet-là? Et c'est déjà d'avoir une discussion entre les personnes pour avoir l'adhésion de tous. Le facteur de succès, c'est l'adhésion de tous. Voilà. C'est vraiment l'inscription de ces principes-là dans la façon de travailler. Sinon, ça va marcher le temps où celui qui a décrété que à l'énergie, le jour où cette personne part ou elle baisse en énergie, il faut être sûr qu'il y ait un abandon total et un retour en arrière. Donc voilà pourquoi j'aurais envie de proposer de commencer. C'est en faire un projet collectif, déjà. Donc, dans vos outils, vous êtes coach avec pas mal d'entrepreneurs et vous utilisez beaucoup d'outils anglo-saxons à l'origine. Quel est l'outil qui, dans votre, comme coach, qui a le plus de traction ou qui est utilisé beaucoup par les entrepreneurs que vous coachez et qui c'est-à-dire, j'ai vu pas mal d'outils qui sont très intéressants. Par exemple, le graphe résistance au changement, ça c'est un. Il y a aussi les 3.0, Management 3.0. Et puis le Canva, surtout, le Lean Canva. Et tous ces outils-là et d'autres concepts aussi sont des outils anglo-saxons. Lequel de ces outils a le plus de traction ou que les entrepreneurs que vous coachez utilisent plus pour les aider à s'améliorer ou à avancer dans leur projet? Qu'est-ce qu'ils trouvent, qu'est-ce qui leur parle de votre expérience? Alors, la question elle est complexe parce que ça supposerait qu'il y a un point de départ commun. Moi, déjà, la première question que je pose, c'est quand on fait une séance de travail, la première, c'est à quelle question voulez-vous répondre? Voilà. Et déjà, rien que là, on peut y passer 1 heure. Là, par exemple, je vais faire j'interviens chaque année au Forum de l'entrepreneuriat à Lyon, à la CCI de Lyon. Et donc, je fais des séances de coaching. Et donc, l'année dernière, j'ai fait du coaching. Il y avait 2 catégories de personnes. Il y avait des personnes qui venaient, avec lesquelles j'arrivais à travailler sur la formulation de la question. Et déjà, c'était pas clair, en gros, de quoi avez-vous besoin? Et souvent, il y a des gens qui ne sont pas capables de le formuler. Et puis l'autre, c'est qui ont besoin d'être stimulés sur la partie produit. Donc là, première question, c'est est-ce que vous connaissez vos utilisateurs? Généralement, c'est non. Donc, on commence par là. En fait, il n'y a pas forcément une traction, c'est-à-dire une espèce d'engouement ou de... Parce que les gens, en fait, quand ils posent des questions, ils s'attendent à être orientés, en fait. Ils ont déjà quand même... Et moi, je veux dire parce qu'on est tous les praticiens qu'on est, on amène sur autre chose, généralement. Et c'est cette prise de conscience-là qui est complexe. Et c'est pas généralement là où on a l'engouement au premier temps, mais après, les gens s'en rendent compte. Donc, après, sur un entrepreneur qui est beaucoup plus avancé, on va prendre le Canva. Le Canva, c'est un vrai outil de modélisation d'un business model au départ. Et on va chercher la faille et chercher qu'est-ce qui n'a pas été testé. C'est sûr qu'un entrepreneur qui se lance ou qui a déjà 3 mois de réflexion sur son projet ou qui va chercher sa 2e levée de fonds, c'est pas la même chose. Donc il n'est pas dans les mêmes attentes non plus. Alors, je ne sais pas si ça répond à la question. Et, madame? En fait, dans votre présentation, je trouve que ça correspond énormément à une structure où les équipes sont intégrées. Moi, ce que j'ai connu précédemment, et aujourd'hui, je crée mon entreprise, donc je suis seule, mais avec beaucoup de partenaires, c'est-à-dire que
qui ne sont pas salariés mais qui travaillent sur mon projet. Est-ce que vous pensez que tous vos outils ou vos conseils sont applicables également quand on a des équipes qui sont finalement délocalisées, même si elles sont à côté, mais qui ne sont pas du coup salariées? Donc en gros, votre contexte, c'est mon équipe, en gros, ce sont des sous-traitants, c'est ça, des prestataires? Oui? Ouais. Alors, ouais. Donc ce qui pose la question, du coup, c'est est-ce que vous partagez le même objectif? Je pose juste la question, je sais pas. Hein. En fait, quand vous avez parlé de donner du sens, c'est-à-dire que même quand les gens ne travaillent pas que sur votre projet, vous êtes obligé de leur donner du sens, de faire du storytelling voilà, basique, pour les emmener dans votre projet, pour sortir d'une prestation type tarifée, en fait. Donc, du coup, ce qui est compliqué, c'est, je trouve, dans ce cas-là, d'avoir le système de pouvoir tester, parce qu'à un moment donné, vous en perdez certains, parce que ça demande de l'investissement, soit en temps, soit en argent. Et du coup, voilà, ma question, c'est est-ce que du coup, on applique exactement les mêmes principes? Donc, on se retrouve dans le rôle de manager où on doit Dans donner quelques du sens. instants, à 12 h, le deuxième business meeting interclub initiative Beaujolais. On arrive. Et voilà, donc il y a des choses où je trouve que c'est transférable directement. Dans le côté on teste, quand les équipes ne sont pas intégrées, je trouve ça plus compliqué. Ouais, c'est une situation qu'on retrouve aussi avec des équipes à distance. C'est-à-dire que c'est le principe déjà, il y a la distance, il y a le partage des objectifs, des enjeux. C'est clair que si je suis prestataire et que mon objectif, c'est faire mon chiffre à moi, est-ce que je partage votre élan et votre vision? J'en ai pas encore beaucoup croisé des prestataires qui sont comme ça. Ben non, parce que derrière, il y a quand même une relation commerciale contractuelle qu'à un moment donné, soit vous payez juste, vous faites de l'engagement de moyens, mais pareil, des entrepreneurs qui payent des moyens sans des résultats, c'est compliqué ce lâcher-prise-là. Voilà, les outils restent valables, hein, c'est-à-dire conceptuellement, ils restent valables. Et on voit bien que l'organisation que vous mettez dessous, elle va ramener des contraintes ou pas. Si vous avez une équipe avec une personne à Singapour, une personne à Sydney, une personne à Bangalore, et que vous êtes en France, vous aurez la même question, vous aurez le même sujet, ça va être complexe. C'est comment vous fédérez ces gens-là. Et donc ça pose la vraie question de comment est-ce qu'on rassemble déjà les personnes autour de ce projet-là. Une suggestion, c'est avoir une relation à long terme, si c'est possible, dans le business model. C'est-à-dire, par exemple, avec un fournisseur ou avec un prestataire, c'est dire on sera partenaire à très long terme. C'est pas seulement sur un produit, ce sera sur plusieurs produits. Sur ça, on a la vision commune. Peut-être ça peut ramener des... Donc, et dans ce cadre-là, on peut utiliser tous vos... c'est-à-dire, c'est aussi de ne pas chercher nécessairement le prix le moins cher, mais de chercher une relation longue avec les prestataires. Une autre question? Oui, madame. Alors, moi, ce n'est pas une question, c'est simplement un témoignage. Je pensais être passive, en fait. Finalement, je m'aperçois que je vais vous faire de la promotion. Simplement, par rapport à mon expérience, moi, j'ai travaillé très longuement dans des très grands groupes dans lesquels on a essayé un tas de méthodes de management, un tas de choses, interservices ou au sein d'un même service. Aujourd'hui, je suis dirigeante d'une TPE, on est 4-5 personnes. Je suis très étonnée, au vu de votre présentation, finalement, d'être agile, déjà. Je ne le savais pas, donc je suis contente de l'apprendre, puisqu'apparemment, je ne connaissais pas le nom de toutes les méthodes que vous avez citées, ou peut-être quelques-unes quand même. Je sais que dans notre quotidien, on est des managers comme ça. Apparemment, nous sommes donc agiles. Nous utilisons toutes ces méthodes sans le savoir, en fait. Je pense qu'elles sont assez facilement mettables. Enfin, on arrive facilement à les mettre en œuvre dans ces petites structures. Je ne suis pas persuadée que dans des très grosses structures, ce soit si facile que ça. Alors déjà, ça fait partie. Donc, finalement, je pose quand même une question. Voilà.
Et ce sera du coup la dernière. Alors, je peux vous renvoyer, effectivement, à petite échelle, ça fonctionne bien. Il y a aussi des TPE où c'est catastrophique en termes managériaux. Donc, c'est vraiment une question de personnes. Je vous renvoie vers tout le mouvement, ce qu'on appelle les entreprises libérées. Regardez les travaux d'Isaac Gate là-dessus. Il y a beaucoup de choses qui sont en train d'arriver. Il y a beaucoup de choses qui se passent dans les grosses boîtes. Il y a des initiatives comme le réseau Germe, voilà, où les managers commencent à travailler, enfin continuent à travailler sur leurs pratiques managériales. Effectivement, tout ce que j'ai présenté là, finalement, c'est que du bon sens. Et heureusement d'ailleurs qu'on n'a pas attendu 2016 pour que ces choses-là soient structurées. Il y a des gens qui le font depuis 100 ans, depuis 50 ans, depuis partout où ça fonctionne bien, on va souvent trouver bien ces principes-là. Ce sont des outils voilà, qui structurent, c'est une capitalisation. On coupe. On termine. Je vous remercie de vos questions, de votre présence. Et puis, si vous voulez poursuivre les échanges, c'est avec grand plaisir. Je suis encore là quelques minutes. Voilà. Et bonne journée.